Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons fait quelque chose de miraculeux. Nous avons permis à un petit bot sur Firefox de tirer automatiquement sur des créatures dans le jeu Horde.io. Nous l'avons fait avec un code ctype et Win32. L'idée ici, c'est qu'on ne veut pas faire des bots dans Python, mais on veut les contrôler depuis Unity. Du coup, si on veut le contrôler depuis Unity, il va falloir lui dire à distance, fais ceci, fais cela. Et donc on ne va pas utiliser une boucle while qui nous dit de faire quelque chose, mais on va plutôt utiliser un bout de code à distance. Comment on fait pour faire un bout de code à distance, même si on est sur le même PC? Eh bien, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des notions de réseau. Et dans les notions de réseau, il y a une notion qui s'appelle de l'UDP. Pour pouvoir faire de l'UDP, il va falloir apporter une petite librairie qui s'appelle Socket. Importe Socket. Socket, ça va vraiment un truc qui nous permet de faire du réseau. Vu qu'on fait du réseau, il va falloir ouvrir ce qu'on appelle un port qui dit à ce numéro-là, je laisse des gens m'envoyer des messages sur mon ordinateur. Ici, on va ouvrir par exemple le port 7073. Comme ceci. Maintenant qu'on a ouvert ce port, il va falloir dire est-ce qu'on accepte des adresses IP qui sont de chez moi ou de l'extérieur. Si vous faites ceci, comme ceci, alors vous n'aurez que des messages qui peuvent venir de votre ordinateur. C'est-à-dire que personne sur le réseau où vous vous trouvez ne pourra envoyer de messages sur votre ordinateur. Le truc, c'est que nous, on va le faire depuis un téléphone Android. Donc ce serait bien de plutôt utiliser 000, qui veut dire j'accepte tout le monde qui m'envoie un message sur le port 7073. Le truc, c'est que c'est dangereux parce que des gens sur Internet qui ont accès à votre réseau pourraient vous envoyer des messages. C'est pour ça qu'il faut le faire sur un réseau Wi-Fi que vous contrôlez. Pour avoir un réseau Wi-Fi qu'on contrôle, on va créer ce qu'on appelle un point ad hoc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Windows, partage hotspot. Alors moi ça s'appelle un hotspot parce que mon système est en anglais, mais vous c'est partage de réseau. Ce fameux hotspot, il va me permettre ici de créer un point. Donc vous voyez ici je vais pouvoir dire je veux créer un pop-up, un point hotspot. On va le mettre en power saving off pour pas qu'il s'éteigne tout seul. Et on va aller lui donner un petit nom. Ici vous voyez que je l'ai appelé Hello à laptop et j'ai dit ce mot de passe là. Donc les personnes qui sont autour de mon PC, ils vont pouvoir se connecter sur cette adresse-là pour pouvoir envoyer des messages sur mon ordinateur. En l'occurrence, ici, tous les ordinateurs qui sont sur le réseau vont pouvoir discuter ensemble et on en a 8 maximum. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le point hotspot parce que j'ai besoin d'Internet et que le point hotspot va m'empêcher de me connecter sur le réseau ici. Alors il y a peut-être moyen, parce qu'il y a certains PC qui ont 2 bornes Wi-Fi, donc peut-être qu'il y a moyen. Mais là, en l'occurrence, pour ne pas prendre le risque, je vais me reconnecter. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais accepter des messages de tous les gens qui sont sur mon réseau Wi-Fi local. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans la vidéo précédente, on disait « Trouve la petite fenêtre, montre-moi que tu l'as trouvée. Si tu l'as trouvée, on peut enfoncer des touches de clavier et les relâcher. » Et ici, on disait dans le while true, tu fais cette action-là. Nous, du coup, ce qu'on veut faire, c'est plus nécessairement ici de faire cette action, mais on veut écouter à des messages UDP. Comment on va faire ça? Yop, yop, yop. On va lui dire, on va utiliser Copilot et on va lui dire écoute à des messages UDP. Écoute à des messages UDP. Copilot va me dire, Copilot en fait c'est une IA qui auto-complète votre code. Vous voyez ici que moi j'ai une IA qui auto-complète mon code et je peux lui poser des questions et elle va essayer de deviner ce que je lui dis. La raison pour laquelle elle m'a dit écoute à des messages UDP, c'est parce qu'elle a remarqué dans mon code que j'avais ici une adresse IP et un port. Elle en a conclu que je voulais ouvrir une connexion UDP. Vu que c'est 00, elle devine que c'est un serveur. Donc ici, grâce à ça, on va lui dire ok, ouvre-moi un petit bout de code qui va nous permettre d'écouter à des messages. On veut binder, c'est-à-dire qu'on veut écouter à l'adresse IP ici,
et au port qui se trouve là-bas. Magnifique. Maintenant, on va devoir attendre les messages sur le port. Donc on peut afficher sur l'ordinateur, on prévient à l'utilisateur qu'on écoute des messages et on lui rappelle quel est le port qu'on veut utiliser. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir lui demander d'attendre de recevoir un message. Alors le problème, c'est qu'on ne veut pas recréer ce bout de code-là à chaque fois. On veut le faire qu'une seule fois et puis le réutiliser. Donc on va rentrer dans une boucle while. Tant que c'est vrai, on va écouter au message. Alors il s'avère qu'on peut recevoir beaucoup de messages. Si on est beaucoup de personnes ou si le message est un peu long, il peut vite prendre de la place. Donc nous, on va réserver une zone mémoire qui dit « Voici une zone mémoire que je veux pour stocker des messages ». Par exemple, ici, je lui dis « J'ai besoin d'autant de place pour être sûr que ça ne déborde pas ». Maintenant qu'on écoute à ces messages, on va recevoir data, qui représente la donnée reçue, et l'adresse de la personne qui me l'a envoyé. Donc ici, on pourrait dire seulement si cette adresse, alors je continue. Ici, on va ne pas regarder à l'adresse. Déjà, il faut vérifier que Python n'a pas déconné. Donc on va lui demander, est-ce que la donnée que tu me donnes, elle est vraie? Et not none. Comme ceci. Si le message reçu alors, est égal à not none. Alors, attends, s'il est none, on va dire s'il est none. Comme ceci. Si jamais le message il est reçu, bah, en fait, on n'en a pas grand-chose à faire. Donc on va break en disant qu'on n'a pas reçu de message et on va juste dire bah, il n'y a pas besoin de continuer, il vaut rien. Alors si la longueur du message, length, est égale à la... Donc ici on va demander donne-moi la longueur de ce tableau qui va contenir des bytes. Et si jamais il est égal à 0, est égal à 0, et bien encore une fois, il nous aura mis en erreur et on ne va rien faire. Maintenant, si jamais ce n'est pas du 0, ça veut dire qu'on veut nous envoyer un message. Ce message, vu qu'on veut interagir avec le jeu, on pourrait recevoir du texte, on pourrait recevoir des chiffres. Il s'avère que moi, toutes les librairies que je fais sont basées sur des chiffres qu'on dit entiers. Donc en fait, ici, ceci, ce n'est pas... Hop, hop, hop. Ceci n'est pas un nombre entier, parce qu'il a un point là-bas. Un nombre entier, ça n'a pas de point. Ça peut être grand et ça peut recevoir un moins. Alors, il s'avère qu'en C#, la longueur maximale d'un nombre entier, c'est ceci. 2, 8, 9, 7, 6. Donc en gros, c'est, on a 21 millions. Et puis ici, on a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 de place pour pouvoir stocker des chiffres. Donc je me souviens de ça parce que ça me permet d'envoyer des manettes de Xbox. Je dis numéro 18, c'est une manette Xbox. Puis les deux suivants, c'est un axe. Les deux suivants, c'est un axe. Les deux suivants, c'est l'axe de l'autre manette. Et les deux suivants, c'est l'axe de l'autre manette. Comme ça, dans un chiffre entier, je peux stocker l'entièreté des données des deux joysticks d'une manette. Vous voyez un peu le concept. Ici, en l'occurrence, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est demander, est-ce que la donnée qu'on a reçue ici, le data, est-ce que c'est un entier? On va dire, si la longueur, elle est égale à 4, comme ceci, voilà, on aimerait bien le décompresser dans une version entière, comme ceci. On va dire, on doit apporter une nouvelle librairie. Cette librairie, elle s'appelle struct, import, struct. Et struct, c'est une librairie qui sait comment on fait pour transformer des 1 et des 0 en des données. Donc ici, grâce à ça, on va dire, ben, si je reçois une donnée de 4 de longueur, c'est probablement que c'est un entier. Et donc, on va lui dire int value égale struct. Alors, il s'avère que les valeurs qu'on va aller choper, c'est des données qui sont en little endian. C'est un format d'entier qui dit le sens dans lequel il est stocké. Est-ce que c'est gauche à droite ou de droite à gauche? Et nous, ce qu'on veut, c'est un entier. Alors, si vous mettez un i minuscule ou un i majuscule, ça change. Si on va voir dans la doc,
ici. Si on demande par exemple à ChatGPT, ici, nouvelle fenêtre, c'est quoi la différence entre -i et -i en struct Python? Voilà. Ici, il va nous dire, apparemment, avec le struct, vous êtes en train de faire des ordres en n-endian. Le tiret, il va vous donner le sens. Et le i, il va vous demander si c'est signé. Donc, est-ce qu'on veut le négatif ici, ou est-ce qu'on veut pas le négatif et qu'on veut que ce soit des gros chiffres? Il s'avère que moi, j'aime bien le négatif. Donc, on va utiliser un tout petit i comme ceci. Donc, je vais retourner dans mon code, ici, et je vais mettre un tout petit i. Tadam! Magnifique. Alors, ce qui se passe, c'est que dans mes codes à moi, j'ai des jeux multijoueurs. Et donc, en fait, si jamais je reçois un entier dont la longueur est de 8, ici, je mets juste une petite valeur où on va stocker 0 au départ et qui va être instanciée si on a 4. Si jamais j'ai une donnée qui a une longueur de 8, et bien il s'avère que j'ai l'index du joueur suivi de sa valeur. Comme ça, on va pouvoir faire un jeu multijoueur. Ce n'est pas le cas pour nous, mais vu que moi, ma nomenclature que j'utilise dans toutes mes applications utilise ça, ben, je vous invite à le mettre. Bon, ici, ce qui se passe, c'est bien beau, mais il y a des fois où on va vouloir avoir la date d'exécution de cet entier. Donc si je reçois 12, ça veut dire que j'aurai int index, int value, c'est-à-dire la valeur que je veux exécuter, suivi d'un long de le timestamp. Timestamp. C'est-à-dire le moment exact où je veux l'exécuter. Donc ici, si on regarde à la longueur d'un long en C#, c'est un Q en Python. Sauf que moi, je stocke pas avec le signe parce qu'une date, il n'y a pas besoin d'un signe. Donc je stocke avec une majuscule. Maintenant, si jamais j'ai un jeu où il y a plusieurs joueurs et que ces joueurs veulent envoyer des commandes de bouger, pour pouvoir bouger, à des moments exacts, je vais devoir stocker l'index, la valeur et le temps. Donc int le joueur, int la valeur, suivi du temps. Donc voilà les 4 formats que j'utilise dans toutes mes librairies d'entiers. En fait, il faut savoir que moi, je monte une entreprise qui s'appelle pour le moment, en tout cas pas une entreprise, mais des boîtes à outils qui vont permettre de monter une ASBL. Et cette ASBL s'appelle Upint.io pour dire qu'on a des boîtes à outils qui permettent d'envoyer et de recevoir des entiers, d'où le in-out qui permet de dire in, on reçoit, et out, on envoie. Cet format que vous venez de voir ici, c'est ce que j'appelle AID. AID pour Index, Integer, Date. Donc ça, c'est magnifique. On va pouvoir recevoir des données. Donc maintenant, une fois qu'on a reçu cette donnée, il va nous falloir lui dire si c'est ce chiffre, je fais une action. Donc ici, on va dire si notre index valeur, il est égal à... Et alors ici, on va utiliser une nomenclature que j'utilise dans la suite du projet. Et donc cette nomenclature, c'est de dire si c'est 1000, c'est que c'est enfoncer une touche. Si c'est 2000, c'est que c'est relâcher une touche. Donc si c'est 1000, et alors là, on va utiliser le même code décimal que notre tabulation. Donc ici, tabulation 09. Donc on va dire que 1009. Si jamais on me donne le chiffre 1009, je vais devoir enfoncer la touche Tab. Press, key. On va lui dire qu'on veut influencer le jeu de la horde et qu'on veut faire la touche tabulation. Maintenant, si jamais on m'envoie 2000, else if 2009, alors je veux relâcher la touche. Release
Voilà, on dit relâche la touche de la horde, et c'est la touche tabulation que tu vas relâcher. Maintenant, il va nous falloir faire la touche pour enfoncer le VK1, pour faire la touche de tirer. Alors, il ne faut pas se laisser tromper, 31, c'est pas 31. Donc, si je vais sur Ethernet, que je vais dans le convertisseur, 31, c'est 49. Donc ici, en décimale, on va lui dire, si jamais j'ai 1049, alors je vais pousser sur la touche VK1. Si j'ai 2049, alors je vais relâcher la touche VK1. Et donc maintenant, on a ce qu'on appelle notre premier serveur. C'est-à-dire qu'ici, on lui dit, sur cette adresse ici, on va écouter sur ce port, et si jamais on reçoit quelque chose, on va contacter le serveur de la horde, enfin la page de la horde, et on va lui envoyer la touche tabulation ou VK1. Pour autant que l'on me le demande ici. Et comment est-ce que je sais qu'on me le demande? Parce que je vais décompresser les 1 et les 0 et voir si on arrive à trouver une valeur qui est 2009, 2009, 1049 ou 2049. Bon, maintenant, il nous faudrait tester tout ça. Comment on peut tester tout ça? Il va nous falloir créer un client pour tester ce serveur. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est déjà juste de vérifier qu'il y a une erreur avant de passer dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante. Je vais faire play. Voilà. Ici, le serveur, on a bien trouvé la page horde. On a bien une application qui attend sur ce port-là. Il nous reste à créer un client. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour créer le client et tester ce bout de code-là. A tout de suite.